bonjour à tous. Au moment où je tourne cette vidéo, cela fait bientôt 2 semaines que nous sommes confinés. Les hôpitaux sont passés au plan blanc, le nombre de malades du Covid en France et dans le monde explose et notre Premier ministre nous explique que c'est que le début. C'est dans cette ambiance un poil anxiogène qu'intervient le professeur Raoult et son fameux fin de partie. Il met en avant l'hydroxychloroquine, un médicament habituellement utilisé pour lutter contre le paludisme. Et il dit de lui que c'est le moyen le plus simple et efficace pour lutter contre le coronavirus Covid-19. Le problème, c'est que lui et son équipe ont co-signé une étude pour le moins biaisée. J'en ferai pas le détail ici, et si jamais ça vous intéresse, je vous invite à regarder la vidéo de Monsieur Sam ou simplement de lire le compte-rendu de l'OMS. Les liens seront dans la description. Plus tard, cette même équipe sortira une deuxième étude afin de confirmer leur hypothèse. Malheureusement, elle ne convainc toujours pas, notamment à cause de l'absence de groupe de contrôle. En gros, les résultats de cette étude sont comparés à rien. Et paraît-il qu'ils seraient quasi identiques aux mêmes résultats, mais sans traitement. Alors est-ce que ça veut dire que le professeur Raoult se trompe? Eh bien non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut simplement dire qu'il n'a pas apporté assez de preuves pour que son essai soit validé. Oui, mais le temps presse, me direz-vous. Et c'est vrai, le temps presse. Les morts s'accumulent et les hôpitaux commencent vraiment à saturer. Mais parfois, en allant trop vite, est-ce qu'on ne risquerait pas de prendre une mauvaise décision qu'on pourrait regretter plus tard? Vous allez voir que c'est peut-être une leçon du passé qui pousse notre gouvernement et la communauté scientifique à de la prudence et à réclamer plus de preuves de l'efficacité de la chloroquine. Bienvenue dans le cas échéant, nous allons parler de cyclosporine. Nous voici en 1985, et je ne vais pas vous mentir, c'est déjà un petit peu le bordel. En France, le Rainbow Warrior fut saboté par les services secrets français sur ordre de Mitterrand. Bernard Laroche est abattu d'un coup de fusil par Jean-Marie Villemain qui lui impute l'assassinat de son fils Grégory. 2 grands magasins parisiens sont victimes d'attentats, Coluche ouvre son premier resto du cœur. Et dans le reste du monde, des tremblements de terre, des ouragans, des plans de relance, une éruption, des émeutes, etc., etc. Bref, en 1985, j'ai 4 ans, et depuis une quinzaine d'années, une maladie bien connue aujourd'hui déferle sur le monde, le sida. Le VIH, ou virus d'immunodéficience humaine, est un type de virus pouvant causer cette maladie appelée sida, le syndrome d'immunodéficience. L'infection au VIH atteint le système immunitaire, c'est-à-dire les défenses naturelles du corps contre la maladie. Si elle n'est pas traitée, de graves maladies peuvent survenir. Des infections normalement anodines, comme une grippe ou une bronchite, peuvent s'aggraver, devenir très difficiles à traiter et entraîner la mort. Ajoutons à cela que le risque de cancer est également accru. Ce qui distingue donc le VIH des autres virus, c'est qu'il atteint le système immunitaire en prenant le contrôle des cellules TCD4. Pour vulgariser, un lymphocyte TCD4 est un type de globule blanc dont le rôle est d'organiser la contre-attaque quand un corps étranger nous agresse. Le virus l'intègre, modifie son patrimoine génétique pour que la cellule infectée fabrique de nouveaux virus. Ainsi, par jour, une cellule infectée peut produire des milliards de copies du virus. Je profite de votre attention pour faire un petit point sur la transmission. Peut-être que vous le savez déjà, mais je trouve ça important de le rappeler. Le VIH se transmet par le sang, le sperme, les sécrétions vaginales ou le lait maternel. Ces fluides corporels ne transmettent le VIH que s'ils sont au contact d'une zone qui le laisse entrer dans l'organisme, une muqueuse. Le VIH ne se transmet pas des manières suivantes. On ne peut pas le contracter par une poignée de main, par la sueur ou les larmes, il n'est pas véhiculé par des insectes, on ne le contracte pas sur les sièges de toilettes ni en nageant dans les piscines publiques, en partageant la nourriture ou en utilisant le linge, les serviettes ou le téléphone d'une. Faisons maintenant un petit point sur l'épidémie. 1920, c'est la date d'apparition estimée du virus du sida à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. En Amérique du Nord, les premiers signes d'épidémie sont apparus à la fin des années 1970. 36 millions, c'est le nombre estimé de morts causés par le sida dans le monde depuis l'identification du virus. 37 millions, c'est le nombre de personnes vivant avec le VIH actuellement. La pandémie aurait entraîné près de 75 millions d'infections au total à ce jour, la plus grande partie en Afrique subsaharienne. 2030, c'est la date de fin de l'épidémie envisagée par l'ONU. Ces précisions étant faites, revenons à nos moutons et à notre année 1985. Donc, le sida, en 1985 en France, c'est 573 cas recensés. Et absolument tout le monde a conscience de l'énorme vague de malades qui va arriver. Et pourtant,
Le 29 octobre 1985, la France déclare avoir trouvé un remède miracle contre le sida. Le professeur Philip Evans, alors chef du service de pneumologie à l'hôpital Laennec, se rend au ministère de la Santé avec le professeur Jean-Marie Andrieux et le docteur Alain Auvenet. Leur traitement est une révolution historique. Il se trouve que depuis 5 jours, 2 patients atteints du sida reçoivent de la cyclosporine, un traitement utilisé dans les greffes et les transplantations pour éviter les rejets. Le problème est que cette étude est faite hors de tout cadre habituel. Personne n'est au courant, ils ont fait ça tranquille pépouze dans leur coin. Leur idée c'est quoi? Administrer un traitement qui endormirait les lymphocytes T4 afin qu'ils stoppent la copie des virus. Ils s'appuient ainsi sur la thèse de David Klatzmann qui émettait l'hypothèse que la cyclosporine pourrait faire son effet in vivo. Alors il ne s'agit pas ici de juger cette méthode, je n'ai absolument pas les compétences et ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais quoi qu'il arrive, cette étude faite à l'arrache, en moins d'1 semaine, sur seulement 2 patients est un échec. Les 2 patients mourront quelques jours après cette lunaire conférence de presse. Gilles Pialou, aujourd'hui chef du service maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Ténon, dira de cette conférence. Il faut se replacer dans le contexte. En 1985, on vient de découvrir le virus du sida, mais les marqueurs sont encore très mal identifiés. Il n'existe aucune thérapie. À Pasteur, les 2/3 des 70 lits sont occupés par des patients atteints de VIH. On compte un mort tous les 3 jours. Alors cette communication, c'était franchement impudique. Qu'avons-nous là? Nous avons donc d'une part un gouvernement qui a donné sa caution à un essai mené à l'arrache, sans recul sur un nombre très réduit de patients, une communication précipitée par la volonté de réaliser un coup politique, et puis nous avons ces 3 médecins qui ont co-orchestré cette conférence et ont mené l'essai dans de mauvaises conditions. Le comité d'éthique qui doit donner son aval pour mener des expériences sur les humains n'est pas saisi et le consentement des patients n'est pas demandé. Certains diront que ça commence à faire beaucoup. La voie scientifique traditionnelle permettant de valider un essai, reproductibilité des résultats et publications scientifiques, aura été intégralement court-circuitée. Compte tenu de la force de notre hypothèse, nous ne pouvions pas éthiquement continuer à garder le secret pour marcher selon les lois de la déontologie scientifique habituelle, se justifiera Jean-Marie Andrieux face aux caméras. Aujourd'hui encore, c'est une énigme, témoigne David Katzmann, membre de l'équipe qui a isolé le virus du sida au début des années 80. Il est commun que les chercheurs s'auto-convainquent de l'importance de leurs résultats, mais tirer de telles conclusions d'après 2 patients, c'est incroyablement disproportionné. Je me souviens de tous ces patients qui venaient me voir pour me demander de quoi il s'agissait, où ils pourraient se procurer ce traitement, continue-t-il. Les travaux de l'équipe ont finalement été publiés dans la revue Ace Research. En mai 86, Jean-Marie Andrieux admettra l'inefficacité du traitement chez des patients atteints d'un stade avancé du sida. Leurs recherches se poursuivront sur des patients atteints de virus sans manifestation clinique de la maladie. Mais rapidement, le lien entre remontée du nombre de lymphocytes 4 dû à la cyclosporine et un possible traitement contre le VIH sera écarté. Nous étions choqués parce que nous avions le sentiment que ces médecins étaient prêts à tout pour la gloire, poursuit Daniel Defer. C'est une époque où les malades du sida se suicidaient parce qu'ils ne trouvaient pas de traitement et ne voyaient pas la mort arriver. Alors forcément, cet épisode nous a laissé un profond sentiment de méfiance envers Philip Evans et Jean-Marie Andrieux. Mais pas de quoi faire douter le célèbre pneumologue qui, en bon récidiviste, affirmera au cours de son existence avec la même rigueur scientifique que les statines sont inutiles, que le tabagisme passif relève du mythe. Que reste-t-il de cette histoire? Peut-elle se répéter avec le Covid-19 ou une autre épidémie? Et si la morale de cette histoire, c'était que peu importe l'autorité d'une personne, elle n'est pas à l'abri de ses propres biais cognitifs. Nous devons essayer nous aussi de faire attention à nos propres biais, comme le biais de confirmation, qui est la tendance naturelle qu'ont les êtres humains à privilégier les informations qui confortent leur idée, leur conviction, leur hypothèse. Ou bien l'effet de halo, qui est la tendance à rendre plus positives certaines caractéristiques d'une personne ou d'un groupe, même si on ne les connaît pas, ou bien sans vérification, à partir d'une de ces caractéristiques que l'on avait préalablement jugées positives, etc., etc. Compte tenu de la force de notre hypothèse, nous ne pouvions pas éthiquement continuer à garder le secret pour marcher selon les lois de la déontologie scientifique habituelle. À travers cette phrase, qui n'est pas sans rappeler quelques déclarations actuelles, une question se pose. Dans quel monde souhaitons-nous vivre? Dans un monde où les grandes autorités peuvent s'affranchir des règles élémentaires
quand ça les arrange, en oubliant les leçons de l'histoire, ou dans un monde empirique où chaque expérience nous permet d'être meilleurs.